Merci beaucoup. À mon tour, je tiens à remercier les organisateurs de cette belle organisation autour des thématiques d'hémostase. Je vais insister sur les aspects biologiques qui portent sur le lupus anticoagulant, insistant sur les considérations préanalytiques, analytiques et les terrains sur lesquels on doit réaliser en se référant aux référentiels récents qui sont en vigueur. Vu que je vais présenter des marques de réactifs, je n'ai aucun intérêt à privilégier les uns contre les autres. Et si jamais je ne signale pas une marque, c'est par omission. Donc, c'est aucun intérêt et aucun conflit d'intérêt. Les anticorps qu'on appelle les anticoagulants lupiques, pour la première fois, ont été décrits en 1952 chez 2 patients qui ont été compliqués par des complications hémorragiques. Et donc, on les a appelés lupiques parce que les terrains, c'était des patients avec lupus érythémateux systémique. Et vu qu'ils avaient développé des risques hémorragiques, il y avait un allongement des temps de coagulation. Par la suite, avec le temps, on a compris que ces anticoagulants lupiques sont accompagnés, c'est-à-dire sont décrits principalement, surtout dans les états thrombotiques avérés. Et donc, pour pallier à cette confusion, on va dire que les lupus anticoagulants ne sont pas uniquement rencontrés dans des terrains de lupus et que l'anticoagulation se voit in vitro et pas in vivo, alors qu'in vivo, il y a une prédisposition à la thrombose. Donc, malgré cette confusion qui peut avoir lieu, on garde toujours cette dénomination parce qu'il est pertinente in vitro surtout. Ces anticoagulants lipiques, on a découvert que ce sont des anticorps polyclonants qui ont plusieurs cibles épitopiques qui se trouvent associées à des phospholipides anioniques. Et les principaux cibles sont la bêta-2 glucoprotéine 1 et la prothrombine. On va essayer dans cette séance d'insister sur les lupus anticoagulants. On ne va pas passer à l'identification par les méthodes immunologiques qui fera l'objet peut-être d'une autre séance. Et donc, mais il faut garder dans votre tête, comme il a été bien signalé, que lorsqu'on cherche les lupus anticoagulants, sur le même prélèvement, on doit faire les tests immunologiques à rechercher les anticoagulants spécifiques. Pour faire cette recherche, on a quelques exigences qui sont liées soit aux méthodes, soit aux conditions préanalytiques, soit au contexte, notamment les prises d'anticoagulants, héparine, AVK ou AOD, ou même des situations particulières, la grossesse. Et donc, il y a des variabilités liées aux réactifs, on va les voir. Et donc, pas mal de recommandations sont faites pour essayer de rendre un résultat pertinent, en tenant compte de toutes les situations actuellement discutées par des comités et des référentiels sont actuellement mis et actualisés au fur et à mesure. Donc, le laboratoire, avant de se lancer, il doit se référer à un référentiel et ce référentiel qui va lui permettre de préciser la population cible qui sera étudiée, à définir les conditions préanalytiques, donc comment traiter le spécimen et en même temps quand prélever et quand ne pas prélever. Et en même temps, ils vont suggérer quelques tests plus pertinents sans, comment dirais-je, et leurs modalités d'interprétation sans que ça soit contraignant.
Et donc, ces référentiels, comme je l'ai mis sur cette diapositive, ont été revus à plusieurs reprises. Et donc, la haute autorité de santé a fait au moins deux mises à jour pour proposer, en quelque sorte, comment détecter un anticoagulant lupique, proposant, comment dirais-je, tous ces aspects depuis le pré-analytique jusqu'au post-analytique. En même temps, il y avait des recommandations faites par l'ISTH qui datent déjà de 2009, mais qui ont été réactualisées au fur et à mesure selon les consensus et que je vais utiliser moi pour la détection. D'autres référentiels ont été proposés récemment, plus ou moins, en 2012, et qui tracent cette fois-ci, c'est des anglo-saxons, et qui tracent les recommandations et les exigences pour l'étude du lupus anticoagulant. Pour finir, voilà une synthèse relativement récente en 2019 qui a proposé le panel des exigences préanalytiques, analytiques et post-analytiques afin d'optimiser au maximum la recherche des lupus anticoagulants. Et donc, pour démarrer, je vais insister sur le préanalytique et la première des choses, c'est qu'il est demandé que les tests réalisés pour étudier les lupus anticoagulants doivent se faire à distance d'un traitement anticoagulant et à distance d'un épisode aigu de thrombose. Et tout ça pour réduire au maximum les interférences analytiques. Par exemple, en cas d'héparine non fractionnée, les prélèvements ne doivent pas se faire parce que ça risque de fausser les résultats, mais actuellement, il y en a des réactifs qui peuvent contenir des neutralisants de l'héparine, qui peuvent, comment dirais-je, éliminer ces aléas, mais il faut tenir compte qu'il y a un seuil de ces inhibiteurs et que les doses reçues par le patient doivent être connues pour ne pas passer à côté d'un anticoagulant ou rendre des résultats faussement positifs. Si le patient est sous héparine à bas poids moléculaire, la règle c'est de ne pas prélever après l'administration. Il faut laisser une fenêtre de 12 heures, puis prélever le patient. Pour ce qui est des patients sous AVK, normalement, on doit prévoir le prélèvement à distance d'1 à 2 semaines de l'arrêt et refaire l'INR. Si l'INR est inférieur à 1,5, on peut faire la recherche. Si l'INR est supérieur à 3, la recherche ne doit pas se faire. Entre 1,5 et 3, on peut le faire, mais en commençant par faire un test de transfert. Ça veut dire on va prendre le plasma du malade et on va le mélanger avec un plasma témoin. Sachez que cette technique peut réduire la mise en évidence d'un lupus anticoagulant à titre faible. Pour ce qui est des patients sous AOD, la règle c'est de ne pas faire la recherche, mais si on arrête 5 jours le traitement des AOD, on peut le faire. Actuellement, comme il a été bien dit, il y a des trousses commerciales qui contiennent du charbon actif qui peuvent absorber les AOD et comme ça, on peut considérer le lupus anticoagulant chez ces patients. Une fois on a, comment dirais-je, orienté la population cible qui était sujet à faire la recherche en écartant
ou en faisant inclure les patients anticoagulés, en respectant ces considérations. On va faire un prélèvement veineux par ponction franche avec pose de garrot peu serré, c'est-à-dire le gold standard pour hémostase, sous un anticoagulant citraté à 0,109 molaires, en respectant le remplissage et tenant compte de l'hématocrite aux alentours de 42%. Donc il faut tout prendre en considération pour ne pas avoir des zones grises. Par la suite, une fois ce prélèvement a été fait, on va le traiter au laboratoire, mais tenons une autre restriction, c'est que le prélèvement ne doit pas être fait, comme je l'ai dit, à la phase aiguë de l'événement thrombotique, parce qu'on risque d'avoir du facteur 8 augmenté qui peut fausser les tests de coagulation. La même chose pour la grossesse. Et donc, une fois le prélèvement est fait, on doit diminuer ou appauvrir notre spécimen, qui est le plasma pauvre en plaquettes. On doit le dépléter au maximum par les plaquettes et éviter que les plaquettes soient activées pour ne pas enrichir le plasma par le facteur 5 notamment qui existe dans les granules alpha, parce que ça risque de raccourcir les tests. En même temps, donc c'est une centrifugation thermostatée à 20 degrés Celsius. Surtout ne pas garder le prélèvement son total à une température de 4 degrés, parce que ça risque d'activer la plaquette et engendrer une dégranulation artefactuelle qui peut perturber les tests. Cette double centrifugation thermostatée, l'objectif, c'est d'atteindre un taux inférieur à 10 000 plaquettes par microlitre pour ne pas, en quelque sorte, amplifier la présence des phospholipides dans le spécimen. Si l'étude est possible directement, c'est bon. Sinon, il faut, une fois on reçoit le prélèvement, le centrifuger, on doit l'alicoter et le congeler à moins 80 degrés Celsius, mais des températures inférieures à moins 70 sont recommandées. La deuxième phase critique, c'est la décongélation qui doit se faire aussitôt sortie du congélateur pendant une incubation à 37 degrés Celsius pendant 5 minutes et laisser l'échantillon prendre la température du laboratoire pendant 5 à 10 minutes. Et donc, une fois ces considérations préanalytiques ont été respectées, j'ai essayé de les adapter à notre contexte en se référant au protocole de l'ISTH. On va proposer le protocole de la détection de lupus anticoagulant et j'ai répondu au référentiel de l'ISTH. Dans la pratique, ces étapes peuvent ne pas être respectées dans cet ordre parce que chaque laboratoire peut adapter son protocole selon les réactifs qu'il a et selon les objectifs. Donc, tout d'abord, il y a l'étape du dépistage du lupus anticoagulant selon les recommandations qui nécessitent au moins 2 tests qui ont 2 cibles en quelque sorte différentes. Par la suite, la mise en évidence d'une activité inhibitrice, c'est le test classique de l'indice de Rosner qui peut apporter des informations pertinentes, surtout sur l'absence de l'effet inhibiteur, mais surtout s'il y a un déficit factoriel associé. L'étape de la confirmation à la dépendance en phospholipides, parfois il y a des trousses qui proposent et des tests de dépistage et de confirmation, donc on peut les faire en parallèle. Et la 4e étape, c'est une fois on a eu des allongements des temps de coagulation et on a mis en évidence un anticorps lipique, on doit s'assurer que le patient n'a pas des déficits factoriels ou que ce soit
liés à des déficits factoriels isolés ou associés, ou à des anticorps antifacteurs, parce qu'il y en a des situations pertinentes où on peut avoir et des lupus anticoagulants, des déficits acquis et avec présence d'anticorps antifacteurs. Donc, à quoi consiste le dépistage du lupus anticoagulant? Il consiste à mettre en évidence un allongement de temps de coagulation par des tests qui sont, comment dirais-je, sensibles aux phospholipides. Donc, pour respecter le temps qui m'est alloué, normalement, on va utiliser des tests avec une concentration faible en phospholipides pour détecter la présence d'anticorps à taux faible. Parce que les tests de routine en général, ils contiennent des concentrations en phospholipides qui est élevées. Ça, c'est le principe. Mais il y en a plusieurs cibles selon les anticorps antilipiques qui sont recherchés. Et donc, l'idéal, c'est de faire deux tests. Celui qui est proposé en premier choix par l'ISTH, c'est le DRVVT. Rapidement, je vais faire le principe. Le deuxième, c'est le TCA sensibilisé, ça veut dire c'est la PTT avec taux de phospholipides diminués et avec des activateurs bien codifiés. Donc, on va voir en quelque sorte, le résultat, c'est que le TCA sensibilisé offre il est plus pertinent, surtout lorsqu'il y ait un taux faible de lupus anticoagulant. Et normalement, l'un des tests, lorsqu'il est positif, on va déclarer ce dépistage comme positif. Voilà les cibles des TCA sensibilisés et le DRVVT. Il y a la thromboplastine, comment dirais-je, diluée, qui peut être utilisée, mais n'est pas recommandée, qui s'adresse à la voie exogène. Donc, à quoi consiste le test de DRVTT? Ça consiste à ce que ce venin ou son extrait active directement le 10 en 10 activé, et comme ça, on va, comment dirais-je, éviter les déficits de la voie endogène, et comme ça, on va passer directement. Le test lui-même nécessite l'ajout, ça veut dire on va ajouter des réactifs du calcium, on va ajouter des phospholipides et de la prothrombine pour pallier à comment dirais-je, à des problèmes, des déficits associés qui touchent surtout la prothrombine. Voilà le test, hein, globalement. Hein. Donc les phospholipides, le calcium et le venin va participer à l'activation de cette étape, et comme ça, on va générer un allongement de temps par formation du caillou. Si comment dirais-je, le test est allongé, donc on peut ce que je veux dire, c'est qu'on peut profiter du test pour le dépistage et pour la confirmation. Et donc, il y a un autre test qui s'appelle confirmation, où le taux de phospholipides sera élevé. Et donc, on va en quelque sorte raccourcir le temps, et par la suite, on va faire le rapport qu'on appelle le ratio normalisé pour déduire est-ce qu'on a une présence positive ou négative. Voilà quelques réactifs dans l'ordre par ordre alphabétique, pour ne pas. Donc, il y en a des réactifs qui sont faits par les principales firmes représentées au Maroc, et la principale variabilité se fait en fonction de la nature des phospholipides et du type du venin. Tous ces tests renferment un agent neutralisant de l'héparine. Le TCA sensibilisé, donc c'est un TCA classique, mais avec réduction des phospholipides, et
la nature de l'activateur, elle peut aussi agir parce que le kaolin et l'acide élagique en général ne sont pas pertinents, ils ne sont pas retenus par les référentiels. Donc voilà une liste de réactifs qu'on peut voir, qu'on peut rencontrer au Maroc. Donc, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche un allongement de TCA par la présence du lupus anticoagulant. En général, si le taux est faible, on aura un TCA de routine normal. Et pour sensibiliser, on doit réduire. Donc, en aucun cas, le TCA de routine n'est prédictif sur la présence du lupus anticoagulant. Surtout lorsque vous utilisez l'acide élagique, qui n'est pas vraiment recommandé comme activateur de TCA. Les autres tests qui ne sont pas retenus par l'ISTH, je les cite pour soit on utilise un venin différent du venin utilisé dans les tests recommandés, soit c'est la voie exogène qui est explorée. Et surtout, pour l'hémostase délocalisée, le KCT qui existe au chevet de malade, c'est un test qui n'est pas préconisé pour la recherche de... Je vais respecter... j'ai débordé déjà, mais je vais rapidement terminer. Cette phase pour mettre en quelque sorte l'action inhibitrice, c'est l'indice de Rosner, que tout le monde le connaît. Donc, on va faire cette correction par transfert d'un plasma normal sur le plasma du patient et par la suite faire des TCA sur le plasma natif, le mélange et le plasma témoin et faire l'équation qu'on connaît et on déclare qu'il n'y a pas d'effet inhibiteur lorsque c'est inférieur à 12%. Si c'est supérieur à 15%, il y a un effet inhibiteur. Et la zone grise d'incertitude qui doit être recontrôlée se place entre 12% et 15%. Pour confirmer, donc, c'est des kits actuellement qui, comme je l'ai dit, associent les deux. Dépistage et confirmation. La différence, c'est que le taux de phospholipides se trouve à taux élevé. Pour finir, une fois on détecte qu'il y a un lupus anticoagulant, on doit s'assurer qu'il n'y a pas des déficits factoriels des tests perturbés, donc selon les règles de réalisation des tests spécialisés. Mais la règle, c'est de faire tous les dosages factoriels gérés par le temps de QIC et le TCA, hein, et de ne pas passer à côté des anticorps antifactoriels qui peuvent être associés. Pour finir, il faut s'assurer sur le même prélèvement reçu de la présence des lupus anticoagulants et des dosages immunologiques comment dirais-je, des cibles spécifiques. Et tout résultat positif doit être confirmé à distance de 2 semaines pour le maintenir en quelque sorte et pour le retenir. Et que actuellement, le défi principal, c'est de la standardisation de ces protocoles par la disposition de contrôle et de standards dédiés. Je vous remercie.